Donc, vous l'aurez compris, nous allons parler victoire et défaite. Alors, je ne vous cache pas qu'en coulisses, les collègues de l'équipe du CMU m'ont dit que c'était l'épisode qui s'attendait le plus, puisque Jérôme, tu vas nous dévoiler tes secrets pour gagner. Effectivement. Et c'est d'ailleurs l'objet de la rubrique Ticket to Teach aujourd'hui. Nous allons aborder donc ce sujet qui touche à l'essence même de notre expérience de jeu, la victoire ou la défaite. Enfin, je te regarde, mais... Ça commence très bien. Non, mais c'est bien. Très bonne ambiance sur ce plateau. Donc, la victoire, c'est ce moment où on atteint la conclusion d'une partie où l'un sort vainqueur et les autres un peu moins. En tant que joueur, effectivement, qui gagne assez souvent, sans vouloir ni me vanter, ni insulter les compagnons de jeu que vous êtes, je vais vous partager quelques réflexions sur ce que signifie réellement gagner et perdre dans un jeu, et surtout dans un cadre d'enseignement, où ces notions de victoire et de défaite prennent une toute autre dimension. Commençons par le plaisir de la victoire. Gagner un jeu, c'est bien plus que marquer des points ou battre des adversaires. C'est une validation de la stratégie, une validation de la stratégie mise en place, de la réflexion, du hasard, et même des choix sociaux que l'on fait durant la partie. Mais comment se fait-il que cela soit toujours un peu les mêmes qui gagnent ? Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment toutes les tables. On a des joueurs, des joueuses qui systématiquement finissent par être... à gagner la partie ou être tout proche de la gagner. Alors, je vais vous donner mon secret. Et j'espère que, de fait, vous ne l'utiliserez pas à mes dépens. Alors, personnellement, j'aborde toutes mes parties de jeu comme des parties d'échecs. Je structure mon approche en ouverture, développement, milieu de partie et endgame, fin de partie. Lors de l'ouverture, sur les premiers et deuxièmes tours de jeu, l'objectif est ici de préparer le terrain, de façon à établir une position solide. Un peu comme on le ferait donc aux échecs, pour contrôler le centre du plateau et développer ses pièces. C'est une phase où il ne faut pas hésiter à prendre du temps et à bien réfléchir, parce que généralement, ça donne une direction complète pour le reste de la partie. Ensuite, nous avons le milieu de partie. Et ça, c'est la phase cruciale où tout peut basculer. Je pense qu'aux échecs, quand je jouais beaucoup, c'était là où j'étais fort. Dans un ouvrage qui s'appelle The Middle Game in Chess, Reuben Finney identifie 3 facteurs majeurs. La sécurité du roi, le matériel et la mobilité. Ces concepts sont applicables à de nombreux jeux stratégiques. La sécurité du roi, ça pourrait être assimilé à la préservation de ses ressources vitales ou à un avantage clé. Le matériel fait référence à ce qu'on appelle souvent le contrôle des ressources. Enfin, la mobilité concerne la flexibilité tactique, c'est-à-dire la capacité à s'adapter rapidement à ce que font les autres joueurs. Sur ce dernier point, je me pose toujours, quasiment en permanence, la question « Quelle est la stratégie de chacun de mes adversaires ?» Et si j'arrive à la comprendre, je peux donc anticiper leurs futures décisions et donc en faire un avantage pour moi. Par ailleurs, à chaque partie de jeu, quand c'est un jeu que je découvre, je m'interroge, où est le roi ? Là, on a tous des reines, là, des dames qui sont devant nous, mais dans un jeu, il y a toujours un roi. Cette pièce que je dois, dans les échecs, c'est cette pièce qui va me permettre de gagner si j'arrive à empêcher le roi de se mouvoir, ou qui peut me faire perdre si moi-même, mon roi est attaqué. Dans tous les jeux, je me dis, il est où le roi ? Dans un jeu comme Twilight Imperium 4, que je crois se trouve derrière moi, ça serait par exemple le contrôle de Mechatolrex. Alors que dans Brass, Birmingham, ça pourrait être la gestion des réseaux industriels et des connexions commerciales. Dans la première version de Brass, il y avait une ville qui s'appelait Birkenhead, qui était complètement stratégique. Et c'était vraiment le roi. Enfin, celui qui possédait et contrôlait cette ville, ce port qui se trouve en face Liverpool, généralement, il avait la partie. Dans Seven Wonders, que vous connaissez peut-être mieux, ce sont les cartes vertes de technologie qui nous permettent de voir des effets de scoring qui se démultiplient. Le roi, donc, c'est cet élément critique à maîtriser. Et tout comme aux échecs, ignorer ce point central peut coûter la partie. Donc, le jeu avance et finalement, il y a l'endgame, la fin de partie, cette phase où il est crucial de concrétiser son avantage. Dans des jeux comme Terraforming Mars, c'est le moment de maximiser ses points de victoire en utilisant au mieux les cartes que l'on a accumulées. Tout comme dans une partie d'échecs, on utiliserait une supériorité matérielle pour forcer le mat. Voilà comment je joue et voilà pourquoi je suis, je pense, souvent proche de la victoire, parce que je suis toujours tendu vers ce roi qui peut me faire gagner ou mon roi qui peut me faire perdre.
Cependant, la victoire, elle n'est pas seulement liée à la compétence. Des études comme celle de Camacho Lazarraga, donc en 2021, ou de Kisser en 2018, montrent que les mécanismes de jeu dans des environnements gamifiés, comme des systèmes où il y a des points et des classements, eh bien, ces environnements-là influencent fortement la motivation extrinsèque des joueurs. Pour les apprenantes et les apprenants, la victoire peut accroître leur auto-efficacité et leur engagement dans les tâches. En d'autres termes, ces résultats démontrent que même dans un cadre éducatif, gagner n'est pas simplement une question de domination, mais c'est un processus qui renforce les compétences et la confiance en soi. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, que dire de la défaite ? Même si je gagne souvent, je ne peux échapper aux défaites. Et en fait, sur certains types de jeux, comme les échecs ou Magic the Gathering, je gagne une partie sur 2 environ. Ce qui fait que j'en perds quasiment une sur 2. Parce que les systèmes de classement font qu'on affronte des adversaires de son niveau. Et donc, on n'échappe pas aux défaites. Et elles sont une part essentielle de l'expérience. Perdre, c'est aussi une forme d'apprentissage. Dans un jeu, la défaite nous enseigne non seulement la patience et la résilience, mais elle peut être aussi un moment de réflexion. Qu'ai-je raté ? Qu'aurais-je pu faire différemment ? Les travaux de Guerrero Puerta, donc pareil sur des travaux assez récents, 2021, ces travaux montrent que la défaite, loin d'être un échec final, est une opportunité d'améliorer des compétences, de pensée critique et de stratégie. Là, je vais citer un auteur qui est toujours intéressant à citer, Bernard Werber. J'ai toujours peur qu'il y ait des insectes qui, à chaque fois qu'on dit le mot, que ça les attire. Donc Bernard Werber disait « La défaite est novatrice, la victoire conservatrice ». J'aime bien cette petite citation. La défaite pousse à la remise en question et à l'innovation. Et c'est cette capacité à apprendre de ses erreurs qui fait de la défaite un moment d'évolution, alors que la victoire, bien qu'agréable, et généralement c'est ce qu'on cherche, mais la victoire tend à renforcer des stratégies qui sont déjà existantes. Prenons des exemples concrets, comme Conquest of the Empire, deuxième façon d'y jouer. C'est pas un super exemple. Prenons Route, Diplomatie. Dans ces jeux, la victoire ou la défaite ne se résume pas à une simple comptabilité des points. J'ai des points de victoire et si j'en ai plus que les autres, j'ai gagné. En fait, il y a aussi une dimension sociale. Les alliances, les coups bas et parfois les situations où on accepte de perdre pour permettre à quelqu'un d'autre de gagner. J'en vois souvent des petites alliances comme ça où on se dit tiens, et si on pouvait faire... Nicolas n'est pas là, mais on peut lui faire une petite dédicace parce que c'est, je veux dire, un peu sa façon de gagner, en faisant en sorte que je ne gagne pas. Eh bien, cette dynamique rend la victoire collective tout aussi intéressante que la victoire individuelle. Dans d'autres jeux, comme Alltray, Battlestar Galactica ou Room 25, ici, ces jeux reposent sur la coopération. Dans ces jeux, la défaite est collective et la victoire l'est tout autant. Ils nous rappellent que gagner à tout prix n'est pas toujours l'objectif final. Parfois, la véritable victoire est dans la connexion que nous établissons avec les autres joueurs et les autres joueuses, dans le plaisir partagé du jeu, qu'il se solde au final par une défaite ou une victoire ou une défaite, au final c'est accessoire. En tant qu'enseignant, je vois la défaite comme une leçon de vie. C'est vrai. Vous devriez me donner plus souvent des leçons de vie. Elle permet de relativiser l'échec, de comprendre que perdre fait partie du processus d'apprentissage, tant dans le jeu que dans l'éducation. Lors de la phase cruciale du débriefing, il est essentiel que l'enseignant soit là pour guider les apprenants afin qu'ils voient la défaite non pas comme une fin, mais comme une opportunité d'analyse et de progression. Quand je faisais des échecs, je n'analysais jamais les parties. Analyser, c'est revenir sur la partie qu'on a faite, reprendre tous les cours, rejouer et regarder ce qu'il aurait pu faire différemment. Quand j'ai gagné, je ne reviens jamais dessus. Par contre, quand j'ai perdu, je suis un peu vexé, je reviens sur la partie que j'ai faite. Et donc, c'est cette logique-là. Et donc, c'est là où, à mon avis, l'enseignant doit faire un accompagnement pédagogique pour que ces moments soient vraiment, face de ces échecs, des moments constructifs. En conclusion, gagner ou perdre, au fond, c'est accessoire. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on en fait. Dans chaque défaite se trouve une leçon, et dans chaque victoire, une responsabilité, celle de continuer à vouloir progresser. La vraie victoire, c'est de rester ouvert à l'apprentissage, que ce soit à travers un succès ou un échec. Merci Jérôme. Merci.